Bonjour à tous. Donc un sujet totalement différent puisqu'on va traiter de formation. Sujet qui va être traité par deux têtes, surtout le docteur Céline Perrin qui vient de s'asseoir, qui est médecin urgentiste à Nice et aussi responsable du CESU 06. Et moi-même qui suis urgentiste à Brignoles et chargé de mission pour le RUPACA depuis un peu plus de 2 ans sur la thématique de la formation. Alors, quelles questions on peut se poser? Ça va être, je pense, des questions simples. Pourquoi de la formation au niveau du GIP et qui on peut former? Qu'est-ce qu'on a fait initialement comme formation? Donc c'était il y a très peu de temps, il y a 2 ans, même pas 2 ans. Qu'est-ce qu'on envisage pour le futur? Et puis surtout, pour le futur, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la coopération entre le GIP et d'autres structures qui savent bien faire et excellemment faire des formations de type simulation, par exemple. Et c'est pour ça que Céline est là pour vous en parler juste après. Alors, pourquoi et qui former? Parce qu'en fait, il y avait de la matière. Et la matière, elles sont définies sous l'égide de l'ARS par l'instance collégiale régionale, dite ICR. Ce sont des priorités régionales qui traitent de problématiques lourdes, par exemple la prise en charge de traumatisés sévères sur PACA, par exemple le sujet de l'AVC de la télémédecine, qui était le premier sujet traité d'ailleurs, qui était la première priorité, je crois définie en 2011 de mémoire. Et donc ces priorités régionales, une fois définies, il y a des bonnes pratiques fondamentales qui ont été éditées sur des groupes de travaux régionaux. 9 bonnes pratiques fondamentales qui sont des documents parfois lourds et un peu compliqués, en tout cas riches. Et puis cette écriture et ces groupes de travaux continuent, puisque pour cette année, il y en a 3 qui sont attendus, en particulier sur la limitation de soins et d'autres sujets très importants en termes de soins au niveau régional. Alors, qui former? Alors, je vous ai mis une cible qui est très limitée, mais qui est néanmoins importante en nombre. On a référencé dans l'Aurore 650 urgentistes en PACA et 1800 soignants travaillant uniquement dans les urgences, les SMUR, les SAMU. Ça tient compte aussi des armes qui sont à la régulation. Mais évidemment, cette cible est très limitée pour le moment, mais doit être étendue à toutes sortes de professionnels de santé. Je fais confiance à Gilles Vuidès et à la tutelle pour nous donner plein d'autres missions de formation et d'élargir la cible. Ceci dit, vous verrez que la cible va nous obliger un peu à modifier ce qu'on pensait initialement de la formation. Alors, pourquoi? Là, il y a plein, sous vos yeux, plein de raisons de former aux bonnes pratiques fondamentales. Ne serait-ce que réduire la morbimortalité sur la prise en charge des traumas sévères. C'était un des gros sujets qu'on a traité pendant presque 2 ans. Oui, si on harmonise nos pratiques, peut-être qu'au bout d'un moment, on peut espérer avoir moins de morts sur les routes, sur le trauma sévère, faire en sorte que tout le monde ait accès à l'information, améliorer la qualité des prises en charge, il y a plein faire de l'équité en termes de santé, ça me paraît très important, et donc pour ça, des protocoles, puisque les bonnes pratiques fondamentales, on peut dire que c'est en gros des protocoles partagés et régionaux, ça nous paraissait être majeur. Qu'est-ce qu'on a fait initialement? On a surtout axé nos formations sur des formations présentielles. On a pris des exemples sur des réseaux qui travaillaient déjà en Rhône-Alpes, le réseau de Renault en particulier, qui avait des formations qui marchaient très bien, qu'on est allé voir. On a un peu, on doit le dire, copié leur méthode. Ils le savent d'ailleurs, je crois qu'ils en sont fiers. On a commencé par 2 sujets, traumatisés sévères, beaucoup, et l'AVC un peu sur une soirée pilote. C'était sous la forme de soirée monothématique interactive, alors qui se passait, vous avez peut-être participé, avec des quiz, avec boîtier de vote électronique qui amènent beaucoup d'interactivité avec la salle, des cas cliniques présentés par des professionnels de terrain et des topos d'experts. Certains des experts sont dans la salle, j'en ai vu, qui nous apportaient leur expertise sur le sujet de la soirée. Évidemment, il y avait un agrément DPC qui est pour le moment que soignant, mais on est proche d'aboutir sur l'agrément pour les médecins. Quelques chiffres, en 2015, c'était le tout début, on a fait 3 soirées, 311 professionnels formés sur PACA. En 2016, 5 soirées, 500 professionnels formés. Et puis aussi en 2016, mi-2016, mise en ligne de la plateforme de formation. Parce qu'on réfléchissait déjà à aller un peu plus loin et à pouvoir proposer de la formation en ligne
Donc c'était le tout début, juin 2016. D'autant plus que sur le trauma sévère, on avait filmé les soirées, donc on pouvait mettre en ligne des petits films sur les cas cliniques, ou mettre en ligne les quiz aussi. Et puis qu'il y a eu une actualité forte, c'était l'Euro 2016 qui nous a contraint à une formation très rapide de beaucoup de professionnels autour des SAMU, en particulier des services d'urgence, qui pouvaient recevoir des blessés en lien avec un éventuel attentat pendant l'Euro. Et on s'est rendu compte qu'en moins de 1 mois, il y avait énormément d'inscriptions et de vues sur tous les films qui avaient été faits dans l'urgence, de manière pas très professionnelle, mais en tout cas qui existait, qui existaient, qui ont permis ce nombre d'inscriptions très important et très rapidement. On s'est rendu compte aussi que en fait, cette plateforme attirait du monde, et en 6 mois, on avait 900 inscrits sur la plateforme, pas nécessairement pour suivre une formation de A à Z, mais en tout cas pour aller voir. Ça, c'est juste une photo souvenir, c'est un amphi qui ressemble un peu à celui-ci, qu'on a quasi rempli avec 165 participants, c'était Nice, le fameux amphi Galais, c'était sur le trauma sévère, juste pour dire qu'il y avait beaucoup de logistique mise en œuvre. Il y en aura encore parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a abandonné totalement. Je pense à ce qu'on va faire à la Copa Camus avec Stéphane Lugic qui est là sur le trauma sévère, puisqu'on fera notre dernière reformation en trauma sévère au mois de mars à Marseille. Mais juste pour vous dire que c'était énormément de logistique pour, au final, vous avez vu le nombre de participants, on est à la moitié de la cible en 2 ans. Or, il y a encore 11 bonnes pratiques fondamentales à laquelle il faut former. Donc, j'arrive sur les formations futures, qui seront plus axées sur des prérequis faits en e-learning, en tout cas on l'espère, des ateliers ciblés en partenariat avec les CESU, des ateliers de simulation, encore une fois, en partenariat avec les CESU. Je laisserai Céline décliner tout ça. La publication des formations en ligne se fait à partir du nouveau portail, et d'ailleurs c'est sur la première page. Pour le moment, on retrouve encore les anciennes formations. Très très prochainement, il y aura les toutes nouvelles formations. On met à contribution les experts qui rédigent les bonnes pratiques fondamentales, en ce sens que ce sont des experts, et donc ils peuvent apporter leur expertise sous la forme de mini-vidéos très courtes, qui permettent à l'étudiant en e-learning non seulement d'avoir de la qualité, mais aussi une forme intéressante à l'abord de la question. Donc le format, ça sera des mini-vidéos d'experts, des quiz encore, donc tout ça en ligne, les ressources documentaires, ce qui est déjà fait puisque les bonnes pratiques existent déjà, et puis on peut badger donc, les apprenants directement en ligne, et donc amener une qualité par rapport à la réponse au quiz et éventuellement à tous les documents visibles. On essaie de professionnaliser le format en renforçant l'équipe, bien entendu. Donc, le docteur Cyril Combalier m'a rejoint sur la mission, sur le côté e-learning, puisqu'il était formé au e-learning. Et puis, on a aussi un étudiant en vidéo qui va nous accompagner très prochainement. Et puis, le GIP a fait un investissement important, qui est celui d'un studio vidéo-maton, qui permet de faire de la vidéo de manière quasi-professionnelle, pour nous permettre de mener à bien ce e-learning. Évidemment, la coopération dynamique avec 2 CESU pour compléter le e-learning, vous avez bien compris, pour les ateliers de simulation, ça c'est très important. Encore une fois, Céline nous en parlera. Ça c'est juste une copie d'écran de ce qui existe actuellement sur la plateforme. Alors ça sera totalement revu au niveau coloris, etc. Mais en gros, il y a des accès à des posts vidéo. Je ne vois pas très bien sur mon écran, mais en dessous, en fait, les tests sont disponibles juste en dessous en cliquant dessus, avec des QCM qui peuvent apparaître. Et chaque fois qu'une tâche est accomplie, c'est cliqué, et quand toutes les tâches sont accomplies, un badge apparaît et ça peut être tracé. Évidemment, il y a un peu de social sur le côté, avec des événements à venir, un forum, etc. Vous pouvez même imaginer questionner les experts au sujet des formations auxquelles on vient de participer en ligne. Et puis juste, comme c'est une fierté, une photo de ce studio qui est arrivé au GIP à hier, dans les locaux d'hier, il n'y a pas 15 jours, donc il est vraiment tout neuf. Je pense qu'on a, là, on a de quoi, avec un écran vert intégré, des diapositives ou de la vidéo derrière les orateurs. Il y a on ne voit pas très bien ici, peut-être, vous avez une caméra robotisée qui est manipulable à distance. On peut faire apparaître le texte devant l'orateur en même temps qu'il se filme, donc il s'auto-corrige. Et je suis quasi sûr que ça va bien fonctionner et qu'il y aura plein d'autres idées à venir en dehors même des formations sur l'utilisation de cet outil.
Et je vais donc laisser la parole à Céline. Merci. Bonjour. Alors pour illustrer une partie donc, des propos de Christian, je vais vous présenter 2 modèles de coopération entre les centres d'enseignement des soins d'urgence et le JPI Santé au RUPACA, collaboration que nous voulons être au service des apprentissages. J'enlève le petit point, c'est bon. Alors le premier modèle implique le CESU 05, et donc là je vais représenter ma collègue du CESU 05, le docteur Idou Mariani, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Et cette première collaboration concerne l'accident vasculaire cérébral, la prise en charge en urgence de l'accident vasculaire cérébral. La formation qui est proposée comporte 2 phases. Une première phase qui est une phase en présentiel, avec une première étape qui va concerner l'acquisition des prérequis. Dans ces prérequis, on trouvera une présentation en plénière des bonnes pratiques fondamentales, et puis la mise en place d'ateliers procéduraux dans lesquels on va apprendre à se servir des outils, à se servir de l'Orubox, à mettre en place le scoring de l'AVC avec l'expert en télémédecine, et où les soignants apprendront à mettre en œuvre aussi la thrombolyse au niveau de l'AVC. Lorsque ces prérequis seront acquis, eh bien les apprenants seront mis en situation, et la technique de simulation qui est utilisée ici s'appelle le patient standardisé. Donc le patient, c'est un acteur dans cette situation. Et au niveau de ces ateliers, donc la prise en charge se fera en équipe. 2 scénarios sont présentés. Un premier scénario où l'AVC est régulé par le SAMU et donc arrive aux urgences pour être pris en charge par une équipe qui est prévenue de son arrivée. Et un scénario où l'AVC n'a pas été régulé et où le patient arrive aux urgences pour être pris en charge par une équipe qui ne l'attend pas. Et où donc l'équipe doit reconnaître l'AVC avant d'entamer sa prise en charge. Dans cette formation, aucun des maillons de la chaîne de secours n'est oublié, puisque le premier maillon, donc celui qui décroche le téléphone et qui répond aux appels au secours, est pris en charge aussi en formation, et donc seront formés à reconnaître un AVC par téléphone, les auxiliaires de régulation. Il faut que je baisse le micro. Il faut écarter le micro. Non. Le mettre plus bas. Ou je m'approche du micro, c'est mieux comme ça. Ah, voilà. Donc je disais qu'aucun des maillons de la chaîne de soins ne sera oublié, puisque ceux qui répondent au téléphone, donc qui reçoivent l'alerte pour AVC, seront formés aussi en simulation à reconnaître les signes de l'AVC. Cela concerne donc les auxiliaires de régulation médicale des centres 15 et les opérateurs CODIS. Et puis une deuxième phase de la formation se fait donc en non présentiel, donc c'est l'enseignement à distance dont parlait Christian tout à l'heure, avec des enseignements par des vidéos d'experts, des interviews d'experts, dans lesquels on va retrouver les bases, les principes, les règles, les algorithmes, les scores, etc. Mais on peut faire aussi des techniques pédagogiques un petit peu innovantes en utilisant des films de prise en charge d'AVC que l'on pourra séquencer par des questionnaires et des quiz, et donc on pourra se tester sur la prise en charge de l'AVC. Et l'on peut aussi filmer des séances de simulation en santé avec une aide au débriefing que l'on peut faire à distance ou en grand groupe, un petit peu comme si on faisait une étude de cas, mais en étant à distance et en n'étant pas en présentiel. Voilà pour l'AVC. Le deuxième modèle concerne le partenariat, la collaboration avec le CESU 06. De la même manière et sur le même principe, on va avoir 2 phases. Une phase en non présentiel avec des interviews d'experts en vidéo. Et là aussi, on va reprendre les principes de base, les doctrines, les référentiels. On va pouvoir faire des exercices en ligne, et la technologie dont a parlé Christian tout à l'heure permet de faire énormément de choses. On peut faire beaucoup d'exercices, des choses un petit peu innovantes et un petit peu ludiques, qui vont nous permettre de réinvestir tout ce que l'on a appris au niveau des interviews d'experts. Et on peut aussi faire de l'auto-évaluation formative en ligne, et ça c'est capital pour les actifs débordés que nous sommes. On peut gérer notre temps, on peut gérer nos acquisitions, revenir en arrière, puisque ces documents sont à demeure, hein, ces exercices en ligne et ces documents sont à demeure. Donc on peut gérer entièrement et être acteur de notre propre apprentissage. Mais ça ne suffit pas. Et il faut aussi une partie en présentiel, dans laquelle on va retrouver des ateliers d'entraînement procéduraux. Donc ce que vous voyez sur l'image, ce sont les procédures de dénombrement de victimes en cas de situation multivictime. Ce ne sont pas des situations quotidiennes pour nous. Or, on ne fait bien que ce qu'on fait tous les jours. Donc, pour être performant, il faut qu'on s'entraîne.
Donc ces ateliers sont indispensables. Les ateliers d'entraînement au geste, pour la même raison, ce n'est pas ce que l'on fait tous les jours, donc ça nécessite aussi un entraînement. Et la mise en situation pour cette formation-là consiste en une simulation partielle de situation multivictime. C'est un exercice simulé, partiel, sur une maquette en 3D avec des figurines. Et dans cette situation, on apprend à décider, on apprend à organiser, on apprend à intégrer une chaîne de commandement médical, tout ça dans une situation complexe, avec des contraintes que l'on peut faire varier à l'infini. Et ça, c'est une phase de recontextualisation indispensable pour nos apprentissages. L'intérêt de notre collaboration entre les CESU et le GIP e-santé Orupaca, c'est que le fait de pouvoir intriquer, mélanger, associer nos différentes techniques pédagogiques, ça nous permet de mettre en œuvre une réelle stratégie d'enseignement qui se base sur la méthode inductive socio-constructiviste. C'est très difficile à dire, mais c'est la méthode de référence d'apprentissage d'un adulte. Je vous remercie. Ah, et excusez-moi, si nos techniques pédagogiques vous intéressent, vous pourrez nous retrouver sur le stand de formation dans le hall. Merci beaucoup.